Parce qu'il n'y a pas que les petits jeunes dans la vie, bienvenue dans cet épisode numéro 5. Salut YouTube, comment ça va? Je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de 25-35 ans de points problème de grand, hashtag Maminade, tu connais. Non, j'ai toujours pas trouvé de titre plus court pour ce concept et puis c'est pas grave après tout. Donc tu l'auras compris, dans cette vidéo, on va essayer pour la 5e fois de parler des problèmes des personnes qui sont un petit peu plus matures que les collégiens, les lycéens et les étudiants. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie amoureuse, dans ta vie tout court après les 25 ans? Quels sont les problèmes et surtout comment on gère les problèmes de cœur une fois qu'on a une certaine expérience? C'est ça qui est intéressant. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter vos problèmes, vos histoires de cœur et vos problèmes, vos histoires de vie d'ailleurs, à condition pour cette vidéo d'avoir minimum 25 ans. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux à répondre et donc on va se lancer sans plus attendre dans la résolution de ces chers problèmes. C'est parti. On démarre avec Gertrude qui clairement a tout dans sa vie, elle a une vie stable, elle est heureuse, tout va bien, sauf qu'elle aimerait bien avoir la même chose en amour et au final elle a jamais vraiment été en couple et elle a 27 ans et donc elle se dit merde, ça va jamais m'arriver en fait. Je te lis son histoire, on va en parler, c'est intéressant. Coucou Nad, mon problème si je puis dire c'est que j'ai 27 ans et je n'ai jamais vraiment été en couple. Je n'ai pas trouvé la personne avec qui passer ma vie et en même temps on a le temps. À vrai dire je crois que je n'intéresse pas les hommes tout simplement. Je suis de nature timide et très solitaire, je souhaite vivre une belle histoire d'amour mais je crois que je suis peut-être trop exigeante avec moi. Oui, c'est sans doute le cas, on va y revenir. Je veux tomber amoureuse, je veux être en couple et je ne veux pas me prendre la tête. Or, c'est tout ce que tu ne fais pas. Je suis posée dans ma vie actuelle et je veux l'être aussi dans mon couple, mais je n'arriverai pas à aller vers l'autre. Que me conseilles-tu? Merci à toi, hashtag Maminade. Alors, ma Gertrude, très simplement, si tu veux changer quelque chose dans ta vie, il faut déjà commencer par ne pas dire je n'arriverai pas à aller vers l'autre. Parce que c'est sûr que si tu commences en disant j'aimerais bien que tout ça change, mais bon, j'y arriverai pas. Que me conseilles-tu? C'est normal que tu n'y arrives pas en fait. Si tu pars du principe que tu vas pas y arriver, tu peux être sûr que tu n'y arriveras pas. Donc si t'as envie de changement, si t'as envie d'évoluer vers une nouvelle version de toi-même, moins timide, plus extraverti, etc., il faut pas que tu commences par te dire j'arriverai pas à aller vers l'autre, sinon c'est sûr tu vas pas y arriver. En revanche, si tu commences à te dire allez, je vais y aller step by step, je vais pas non plus me traumatiser, mais voilà, tous les jours je vais essayer de sortir un peu plus de ma zone de confort, là tu vas y arriver. Maintenant, ma Gertrude, tu m'expliques que t'as 27 ans, t'as jamais été vraiment en couple. Bon, ok, ça peut arriver. Tu me dis je crois que je n'intéresse pas les hommes. Non, c'est pas possible. Si tu veux, il y a quand même un certain nombre d'hommes sur Terre, donc à partir de là, il y en a forcément un, ou deux, ou 10, ou 100, ou 1 milliard qui vont s'intéresser à toi, tu vois. Si tu penses que tu n'intéresses pas les hommes, c'est que soit tu ne leur laisses pas la chance de s'intéresser à toi, en étant trop timide, en mettant trop de barrières, en mettant trop de distance, enfin tu vois, il y a un milliard de choses, soit tu ne le vois pas, soit les deux. Dans tous les cas, évidemment que tu intéresses certaines personnes, c'est sûr et certain. Tu sais, on est tous le moche de quelqu'un, on est tous le beau de quelqu'un, on est tous le débile, le con, l'insupportable de quelqu'un, et on est tous la merveille, l'incroyable, le merveilleux de quelqu'un d'autre. C'est comme ça, il faut tout pour faire un monde, chacun ses goûts, etc. Et heureusement. Donc ma Gertrude, le délire de je plais pas aux hommes, etc., que t'aies 14, 20, 27, 50 ans, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas vrai en fait, tout simplement. Si tu te dis je ne plais pas aux hommes, tu les verras pas ou tu les empêcheras de se rendre compte que potentiellement tu peux leur plaire parce que je te disais, tu vas mettre trop de distance, donc tu vas même pas essayer de leur parler, donc fatalement ils vont pas s'intéresser à toi. Parce que très simplement, quelle que soit ton apparence en fait, imagine on met deux toi à côté, deux femmes qui sont toi à côté, ok? Il y en a une qui est comme toi actuellement, c'est-à-dire qui est complètement bloquée, fermée à se dire de toute façon je suis trop exigeante avec moi-même, je suis trop timide, je n'intéresse pas les hommes, j'en ai marre, j'y arriverai pas, etc. Et une autre toi qui se dit allez, on va tenter. Tu penses que le mec qui t'aura trouvé jolie, il va aller vers laquelle des deux? Eh ben il va aller vers celle qui est un peu ouverte et qui va se dire allez, aujourd'hui je tente. Parce que très simplement, le message que tu renvoies en te disant j'y arriverai pas, j'intéresse pas les hommes, etc., c'est un message de manque de confiance en soi, de manque d'amour de soi. Tu pars du principe que tu n'es pas capable, que tu n'en vaux pas la peine. Et si tu pars de ce principe-là, sois sûre et certaine que 99,9% de la population va suivre cet exemple-là. Alors évidemment, après il va toujours y avoir des exceptions. Cette fameuse personne qui va se dire non mais moi je sais que t'es pas que ça, je veux gratter sous ta carapace, etc. Le problème étant, tout le monde n'a pas le temps ni l'énergie pour jouer à ça avec toi. Donc rends-toi service à toi-même et rends service à l'autre. Si il ou elle a pas suffisamment de temps et ou d'énergie pour ça, enlève cette carapace, enlève cette espèce de croûte chiante que les gens sont obligés de gratter pour pouvoir avoir accès à toi. Donne un petit peu plus de toi dès le départ, montre un peu plus qui tu es, ose discuter, ose donner en fait, tout simplement. Parce que là, étant donné que t'es campé sur tes positions de toute façon, je ne plais pas aux hommes, je n'en vaux pas la peine, je n'y arriverai pas, tu n'essayes même pas. C'est sûr, c'est trop facile de camper sur ces positions de non mais moi j'y arriverai pas de toute façon donc j'ai laissé tomber. Non seulement c'est trop facile mais en plus c'est la meilleure façon pour être triste, malheureux, amer, frustré du cul, c'est tout ce qu'on veut pas être. Donc ma Gertrude, si tu veux modifier ça, le conseil que je te donne c'est sors
de ta zone de confort. Mais je te parle pas de passer de 0 à 100. C'est-à-dire que si t'as tendance à être timide, etc., je te dis pas demain va récupérer le numéro de 50 mecs, évidemment. Mais tu vois, par exemple, la prochaine fois que tu seras en soirée ou la prochaine fois que tu auras l'occasion de discuter avec un homme, puisque tu es attiré par les hommes, et ben essaye d'être un petit peu ouverte. Essaie de lui envoyer des signaux positifs. Des signaux qui vont montrer que tu es intéressé par la conversation, que tu es intéressé par l'autre. Pose des questions à l'autre et tu vas voir, l'autre va te poser des questions naturellement en retour. Et c'est comme ça en fait qu'on commence une relation. Qu'elle soit amicale ou amoureuse, c'est toujours comme ça que ça commence. Ça commence par une conversation. On s'intéresse à l'autre, l'autre s'intéresse à soi. On se rend compte que la personne nous plaît, on a envie de la revoir, on se revoit. On se rend compte qu'on est vraiment intéressé par la personne, donc on se revoit encore une fois. Cette fois-ci, on s'embrasse, éventuellement on couche ensemble, et puis après on se revoit encore, etc. C'est comme ça que ça se passe. Donc fatalement, si tu t'arrêtes à la première fois que tu rencontres les gens pour te dire de toute façon, moi, il y a personne qui m'intéresse, bah tu t'intéresseras jamais aux gens. Parce qu'il faut laisser une chance aux gens. Il faut leur laisser une chance de te montrer qui ils sont, et surtout, il faut que tu te laisses une chance de montrer qui tu es. Sinon, tu n'y arriveras pas. Donc je te laisse réfléchir à ça, j'espère que ça pourra t'aider. Si toi qui regardes cette vidéo, t'as des conseils pour Gertrude pour justement qu'elle sorte un petit peu de ça, n'hésite pas à aller lui donner dans les commentaires. Je pense qu'elle sera ravie et on passe à la suite. Alors on enchaîne avec Gertrude qui a un problème très parallèle à celui qu'on vient de voir, c'est-à-dire que elle non plus elle se met pas dans des relations, mais elle ne se met pas dans des relations parce qu'elle a tellement souffert qu'elle se dit ok stop c'est bon j'arrête, et du coup au final elle a quand même un petit peu envie de flirter un petit peu, en plus c'est l'été tu vois, bon elle a envie de se faire kiffer, mais elle m'explique qu'elle a tellement peur de retomber dans les travers du love et donc de la souffrance, parce qu'elle associe évidemment les deux ensemble, et ben elle ose plus rien faire et ça la gonfle parce qu'au fond d'elle elle aimerait bien faire quand même 2-3 trucs. Je te lis son histoire, on va en parler. Hello Nad, après avoir pris du recul sur un schéma que je répétais depuis 6 ans, à savoir je m'engageais dans des relations que je savais d'avance toxiques, je voulais ensuite me recaser dès que j'étais célibataire, etc. J'apprécie enfin ma solitude. Ah, c'est une bonne nouvelle. Je suis enfin arrivée à un constat qui paraît si simple mais qui a mis 6 ans à arriver et que tu vas voir, je répète en permanence dans mes vidéos. J'ai compris qu'il fallait que j'arrête de me suradapter aux hommes au point de perdre en authenticité de peur de ne pas être digne d'être aimé. Donc pour petit rappel, effectivement, ne jamais se mettre avec quelqu'un par dépit. Et si on est obligé d'adapter son comportement, si on se sent pas libre d'être soi-même, c'est qu'on n'est pas avec la bonne personne, parce que si on est obligé de modifier qui on est pour que la personne nous aime, c'est que la personne ne nous aime pas pour ce qu'on est et donc on n'a rien à faire avec cette personne. Logique. Seulement, voici le revers de la médaille. J'ai extrêmement peur de m'ouvrir, même envers des hommes qui me plaisent. Et ça, c'est chiant. Sans savoir s'il s'agit d'une relation qui aboutira ou pas, je n'ose même pas me faire plaisir en flirtant seulement avec des hommes alors que j'en ai envie. J'ai peur de retomber dans mes travers maintenant que je les ai captés. J'ai peur d'aimer comme une adolescente parce que mes 2 seules relations que je qualifie de vraies, puisqu'elles étaient saines et remplies d'amour, je les ai vécues de mes 16 à 18 ans et de mes 19 à 21 ans. Du coup, j'ai cette sensation que si j'aime de nouveau, ce sera comme l'ado que j'étais. Je n'ose même plus rentrer dans un jeu de séduction, je suis toujours sur l'offensive affective et j'ai peur qu'en gros ça nuise à mon potentiel flirt de cet été. Bah oui, tu m'étonnes, je comprends. Je n'ose même pas proposer une plage, un verre ou engager une discussion qui va au-delà de la taquinerie mutuelle. Merci Nad pour tes vidéos pleines de smile, #maminad. Ok, bon, ma Gertrude, ok, t'as souffert en amour. Très bien, comme tu le dis si bien dans le début de ton message, t'as vécu cette espèce de cercle un peu vicieux pendant 6 ans de j'enchaîne les relations toxiques, hop je suis célibataire donc je me remets très vite avec quelqu'un d'autre pour surtout ne pas ressentir la douleur, etc. Tu es sorti de ce cercle vicieux là, c'est la preuve que tu as compris la leçon. Sinon tu serais toujours dedans. Or le problème étant, tu l'as compris tellement bien, elle est tellement bien inscrite dans ta tête que tu te dis ok, plus jamais. Sauf que ma Gertrude, comme je le dis toujours, un peu mais pas trop. C'est-à-dire oui c'est bien, tu as compris la leçon. C'est-à-dire que t'as plus envie de te jeter les yeux fermés dans une relation que tu sais vouée à l'échec, c'est bien, super. Tu vas regagner en énergie grâce à ça et tu vas regagner en confiance en toi, en estime de toi, donc super. Maintenant, c'est pas parce que tu as compris la leçon, c'est pas parce que tu t'es promis que tu ne te lancerais plus les yeux fermés dans une relation que tu sais vouée à l'échec que tu n'as plus le droit de flirter, que tu n'as plus le droit de t'amuser, que tu n'as plus le droit de papillonner. Se jeter dans une relation les yeux fermés, ce n'est pas la même chose que de flirter avec quelqu'un et de prendre son temps. En fait, dans ce que tu me racontes, tu m'expliques que t'as trop peur d'aimer parce que du coup c'est quand t'étais adolescente et que donc forcément c'était très fort. Mais Gertrude, ok t'étais comme ça quand tu étais adolescente et effectivement on ne change pas les gens. Malgré tout, tu as évidemment évolué depuis. Tu as 27 ans aujourd'hui. C'était il y a 8 ans maintenant tout ça. Tu as grandi, tu as évolué et même si tu as eu des histoires qui n'étaient pas saines, qui n'étaient pas équilibrées, ce sont tes mots, ça ne veut pas dire que tu n'as pas évolué en amour non plus, et puis de toute façon tu as évolué dans ta vie, tu as vécu des choses. Donc ce qui est sûr et certain c'est que tu ne revivras de toute façon pas les mêmes relations que ce que tu as vécu en étant adolescente. Pour moi la solution à ton problème, et évidemment toujours pareil quand on a un problème notamment dans les relations amoureuses, ça ne se solve jamais en un claquement de doigts.
doigt, sinon ce serait pas drôle. Ça va te prendre du temps, mais j'ai l'impression que justement, tu as besoin d'apprendre à te rappeler que tu as le droit de prendre tout le temps que tu veux. Je m'explique. Tu me racontes que t'oses même pas proposer une plage, t'oses même pas te taquiner avec un mec, etc. parce que tout de suite t'as peur de rentrer finalement dans l'ambiguïté, dans la drague, etc. Pourquoi est-ce que tu n'essaierais pas tout simplement de prendre ton temps avant même de rentrer dans la drague? Manifestement, tu es attiré par les hommes, donc pourquoi, lorsque tu rencontres un mec avec qui tu t'entends bien, pourquoi tu n'essaierais pas simplement de rester juste d'abord dans la friend zone, le temps d'apprendre à connaître la personne, et puis si la personne te plaît, là ce sera le moment où il faudra faire un peu le grand saut, parce que tu pourras rentrer un petit peu dans la drague, dans la séduction, et puis arriver au bisou, etc. Mais pourquoi est-ce que au début, tu ne t'autoriserais pas simplement, tout simplement, à prendre ton temps? T'as besoin de ça, Gertrude. T'as besoin de te rappeler, de te rendre compte que flirter, proposer une plage, proposer un verre, ça n'engage à rien. Donc, ce que je te conseille de faire, alors évidemment ça va pas être facile puisque tu m'expliques que tu n'oses pas le faire, et là je te dis bah si, ose le faire. La différence entre ce que tu n'oses pas faire et ce que je te demande d'oser faire, c'est que au lieu de proposer une plage en te disant ah ce mec me plaît, ou un verre en te disant ah ce mec me plaît, je me le ferai bien, essaie de proposer la plage ou le verre tout en te disant il ne se passera rien, j'ai juste envie d'apprendre à découvrir cette personne, j'ai juste envie d'apprendre à connaître cette personne, j'ai pas envie de rentrer dans la drague, j'ai pas envie de rentrer dans la séduction, j'ai pas envie de rentrer dans l'ambiguïté, pas tout de suite, pas tant que je me suis pas dit ah cette personne me plaît. L'intérêt de prendre ton temps, ça va être que du coup quand tu auras passé 3, 4, 5, 6 rendez-vous ou 6 moments avec la personne qui avait l'air de te plaire au départ, déjà tu auras eu l'occasion de te rendre compte si cette personne t'intéresse vraiment au final ou pas, tu auras eu l'occasion sans doute de discuter un petit peu de sa vision du couple à lui, où il en est dans sa vie, ce dont il a envie, quelles sont ses valeurs, et donc est-ce que la personne te plaît vraiment ou pas. Je sais plus si j'ai déjà dit ou pas. Or, pendant ces 4, 5, 6, 7, 8, même peut-être 10 rendez-vous que t'auras eu avec cette personne-là, tu auras peut-être eu le temps, toi, de raconter un petit peu ta vie aussi, et de raconter que t'as tellement souffert que t'as besoin de prendre du temps, que maintenant t'as besoin de connaître les gens depuis au moins 3, 4, 5, 6 mois avant de te lancer dans une relation, parce que justement, t'as peur de souffrir, t'as besoin de connaître vraiment les gens, t'en as marre de t'investir dans des relations que tu sais vouer à l'échec, etc. La clé du succès, la clé de la guérison pour toi, je pense, ma Gertrude, c'est d'apprendre à connaître les gens avant de rentrer dans l'ambiguïté, avant de rentrer dans la drague, etc. Simplement, comporte-toi comme une amie au départ. Passe par la friend zone si ça peut te faire du bien, si ça peut te permettre d'apprendre à connaître la personne en tout bien tout honneur, et surtout dans l'équilibre. T'as besoin de retrouver cet équilibre-là. L'équilibre de tu me plais, donc je rentre dans la séduction. Et quand je dis tu me plais, donc je rentre dans la séduction, c'est tu me plais physiquement, oui évidemment, c'est un petit peu nécessaire, mais aussi tu me plais dans ta tête, tu me plais dans tes valeurs, tu me plais dans tes actes, tu me plais dans ta façon de t'exprimer, tu me plais dans tout ça. Au lieu d'oublier toute cette partie un peu psychique dans la tête là, et de se dire juste tu me plais physiquement, donc hop, vas-y, on rentre dans la drague. Non, évidemment. Toi t'as besoin de réapprendre tout ça pour te rappeler que la drague, le flirt, etc. c'est des moments agréables qu'on passe avec des personnes en qui on peut aussi avoir confiance. T'es pas obligé d'être complètement déstabilisé parce que tu connais pas du tout la personne et que t'es déjà dans la drague. Prends ton temps, ma Gertrude, je pense que ça va être salvateur pour toi. On enchaîne avec Gertrude qui a 26 ans et qui a kiffé clairement sur un de ses patients. Elle travaille dans un laboratoire d'analyse et elle l'a kiffé, et puis je vais te lire l'histoire parce que clairement c'est croustillant. Hello Nad, je fais partie de la team vieux puisque j'ai 26 ans. Yo Gertrude. Voici mon histoire, je travaille dans un laboratoire d'analyse médicale depuis 4 ans, entre parenthèses je fais les prises de sang et les analyses. Il y a un patient que j'ai toujours trouvé charmant et depuis fin avril il doit venir toutes les semaines au laboratoire parce qu'il est en train de tester un nouveau traitement pour sa maladie. Il est du genre timide, réservé et il ne parle que pour répondre à nos questions. C'est moi qui lui fais ses prises de sang à chaque fois. On a donc commencé à vraiment bien sympathiser, on se raconte nos vies, on s'intéresse à celles de l'autre. On revient sur des choses qu'on s'était dites les semaines précédentes. Bref, les conversations sont fluides, naturelles et sans aucune gêne ni aucun blanc. On continue même parfois de parler dans le couloir alors que la prise de sang est terminée. On se fait des sourires, oui ça se voit à travers le masque. Début juillet je suis partie en vacances et donc j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai proposé qu'on échange nos numéros pour qu'on puisse continuer à discuter. Et franchement, balèze. Ce qui me semble que déontologiquement t'as pas vraiment le droit, non? Ce à quoi il m'a répondu sans aucune hésitation, bah ouais, carrément. 5 minutes après, j'avais un SMS de sa part qui disait « Voici mon numéro », ce qui est plutôt engageant. On se dit le mec est intéressé quand même. Je lui ai répondu en lui posant une question, pas de réponse de sa part. Ok. 3 jours plus tard, je lui renvoie un message et là il me répond et il me dit qu'il est désolé parce qu'il a oublié de me répondre la dernière fois. Bon, ok, ça va. Pardonner. Je lui réponds, je veux engager la conversation, mais toujours pas de réponse de sa part. Encore 4 jours plus tard, je lui envoie un message en lui disant que j'aimerais bien discuter plus avec lui, mais que pour l'instant c'est pas une réussite. Pas de réponse. Putain mais il se fait désirer le mec là. Je laisse passer mes 3 semaines de vacances, 3 semaines sans aucun SMS de sa part, et sur ces 3 semaines il n'est venu que 2 fois au labo. Il n'a pas discuté avec mes collègues et il est resté timide et réservé comme à son habitude. Je suis revenue de vacances et je l'ai donc revu, il m'a parlé exactement comme avant que je parte en vacances. Il m'a raconté qu'il n'était pas venu la semaine d'avant parce qu'il avait dû se faire hospitaliser, son traitement ne fonctionnait pas. Bref, il m'a encore raconté sa vie. Il a pris de mes nouvelles en me demandant comment s'étaient passées mes vacances, ce que j'ai fait, et la discussion était très fluide, très naturelle, sans aucune gêne, mais à aucun moment il ne m'a expliqué pourquoi il n'avait pas répondu à mes SMS. Et en même temps,
peut-être que t'aurais pu lui poser la question. Je sais pas, vu que t'étais au labo, j'avoue, c'était un petit peu compliqué. Il est sur aucun réseau social, donc je me dis qu'il est peut-être pas très téléphone. Sa santé n'est pas top en ce moment et il a peut-être autre chose à penser que de gérer une fille. J'ose pas trop lui demander des explications en face à face parce qu'on est au labo. Dans le contexte médical, c'est toujours un peu délicat. Oui, voilà, on est d'accord. Le truc, c'est que par SMS, il répond pas et je sais pas trop quoi faire ni quoi penser. PS, il ne m'a jamais dit qu'il n'avait pas de copine. Il m'a raconté des trucs qui me laissent penser à 99% que quand même il est célibataire. Je comprends pas trop ce changement de comportement entre le face à face et par message. J'espère que tu pourras m'éclairer. Merci pour toutes tes vidéos que je ne loupe pas. Continue sur cette lancée, c'est génial. Des bisous. #maminade. Ok, what a story, Gertrude. Même Raja, tu vois, elle est venue pour écouter parce qu'elle se dit waouh, là c'est croustillant. Donc ma Gertrude, écoute, j'ai envie de te dire, effectivement c'est compliqué dans le sens où c'est un de tes patients, enfin je sais pas comment on appelle ça dans un labo, si c'est un client ou un patient, on va dire patient. Et désolé pour mon manque de vocabulaire si c'est pas le bon mot. En fait le truc c'est que t'as déjà fait tout ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire que t'as pris ton courage à deux mains, tu lui as demandé ton numéro, franchement bravo, bien wesh pour ton courage parce que c'est pas facile. Il t'a envoyé un message donc il s'est montré intéressé, tu lui as écrit, bon il t'a pas répondu, tu lui as réécrit, t'as retenté, tu lui as redonné une chance, là il s'excuse, à partir de là, bon ok, la balle au centre tu vois. Le problème c'est que lui, jamais de la vie, il fait un pas vers toi, ne serait-ce que par message. Alors tu vas me dire oui il est timide etc, ok pas de problème, mais quelqu'un de timide, même s'il est très timide, en principe, la personne qui est intéressée par toi, tu lui envoies un message, même si t'es ultra timide, tu réponds, tu vois, tu dis oh putain trop cool, c'est une occasion de répondre à mon crush, c'est une occasion de discuter avec mon crush, donc j'y vais, c'est une porte ouverte. Lui, il enfonce pas ses portes ouvertes. Et donc effectivement tu soulèves le problème de la maladie, peut-être qu'il a trop à gérer avec sa santé en ce moment, et peut-être que du coup il a pas le temps de gérer une fille, peut-être, effectivement. Dans tous les cas, ce qui est sûr c'est qu'il a l'air intéressé par toi dans la vie, puisque vous discutez, quand vous vous voyez, vous vous demandez des nouvelles, etc. Maintenant pour moi ma Gertrude, j'ai envie de te dire, soit tu lui envoies un message clair, un SMS clair, en lui disant écoute je suis désolée, j'essaie de t'écrire depuis 2-3 fois, je vois que tu me réponds pas, si tu veux que j'arrête de t'écrire, ben dis-le moi. Enfin tu vois, tu tournes ça à ta sauce, mais quelque chose de bon, bah pourquoi tu me réponds pas? Puisque tu te sens pas de lui demander en vrai, peut-être que tu peux lui demander par message. Si tu n'oses pas, peut-être que tu peux lui proposer une ultime fois de vous voir en vrai, parce que tu sais la conversation par message, peut-être qu'en fait c'est ça qui le branche pas. Manifestement vous discutez bien en vrai, donc peut-être que tu peux lui proposer d'aller boire un verre, peut-être que tu peux lui proposer une activité, et puis bon bah là pour le coup s'il répond pas, je vais te dire c'est quand même peut-être la preuve qu'il est pas intéressé. Peut-être que tu peux aussi essayer de l'appeler, de lui téléphoner, et alors évidemment tu l'appelles pas pour lui dire coucou pourquoi tu réponds pas à mes messages tu vois, mais juste tu lui laisses un message vocal en lui disant bah coucou j'en sais rien, tu trouves une excuse genre je voulais aller à une expo, je me demandais si tu voulais venir avec moi ou n'importe quoi tu vois, mais clairement pas un appel dans le vent. Si tu l'appelles et qu'il répond pas tu laisses un message vocal. Maintenant si tu te sens pas de faire quoi que ce soit là-dedans, j'ai envie de te dire bah il te reste l'option de lui demander en vrai, en face à face, mais encore une fois comme tu le dis si bien c'est au labo, c'est dans un contexte médical et je pense que c'est pas très à propos. Pour moi le mieux c'est de te reporter sur le SMS ou sur l'appel, et puis si tu n'oses faire rien de tout ça, honnêtement passe à autre chose. Ou même si le SMS, l'appel, t'as toujours pas de réponse, bah passe à autre chose. C'est juste la preuve que soit il est pas prêt, soit il est pas intéressé, soit il a d'autres soucis en tête comme on en a parlé. Mais ouais, la situation est très délicate, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, donc ne force pas trop non plus. Voilà, soit le texto, soit l'appel. En face à face, je te conseille pas, soit tu laisses tomber. Tu me raconteras ma Gertrude, courage. Ah, une vraie question de vieux, j'adore. Hello Nad, j'espère que ça va. Moi c'est Gertrude, j'ai 28 ans. Yo Gertrude. Petite question très simple. Comment aborder les sujets sensibles d'avenir, entre parenthèses achat immobilier, enfants, etc., sans mettre la pression à son conjoint? C'est vrai ça? C'est trop intéressant. Je pose cette question parce que ça fait presque un an avec mon copain, on ne vit pas encore ensemble, mais je sens que c'est le bon. Merci à toi pour tout ce que tu fais, #maminade. Alors ma Gertrude, j'aime beaucoup cette question parce que c'est vrai que c'est un problème, c'est un vrai problème. Et je me souviens d'avoir eu cette conversation avec beaucoup de gens qui disaient oh là là, j'ose pas trop en parler à mon conjoint du fait que je voudrais habiter avec, du fait que je voudrais acheter un appartement avec, du fait que je voudrais avoir des enfants, etc. Pour moi, comment te dire, il me semble que à partir du moment où tu sors avec quelqu'un et que t'es dans les âges un petit peu, bah à partir de 25 ans, hein, clairement, on est quand même pas sur la même dynamique que quand tu te mets en couple à 18 ans. Tu sais, quand tu te mets en couple à 18 ans, ça a beau faire 6 ans que t'es avec la personne, c'est pas pour autant que tu vas déjà, entre guillemets, faire un enfant parce qu'on est encore jeune. Évidemment, il y en a qui ont des enfants beaucoup plus tôt, mais t'as compris. Pareil, si tu t'es mis en couple à 18 ans et qu'aujourd'hui vous êtes toujours ensemble, que vous avez 24 ans, c'est pas pour autant que vous allez tout de suite acheter un appartement non plus ensemble. Bref, t'as compris. Une relation de 6 ans quand tu l'as commencé à 18 ans, c'est pas le même tarif qu'une relation de 1 an ou 2 ou 3 quand tu l'as commencé à 28, 29, 30 ans. Quand je dis c'est pas le même tarif, ce que je veux dire c'est que c'est pas la même dynamique. Évidemment qu'à 28 ans, on a peut-être un petit peu plus envie et besoin de se poser qu'à 18. Forcément, à 18, on est dans la fleur de l'âge, on découvre plein de choses. Mais voilà, quand on arrive vers les 28-30 ans, très souvent les gens ont envie de se poser. En principe, tu as déjà eu ce genre de conversation avec ton mec de te dire
de savoir si lui a envie de se poser ou pas, si lui a envie d'avoir des enfants plus tard ou pas. Pour moi, cette fameuse discussion de comment parler d'avoir des enfants ensemble, comment parler d'acheter un appartement ensemble, t'es pas obligé de l'avoir de 0 à 100. Tu sais, c'est toujours une question d'équilibre. T'es pas obligé de surtout n'en avoir jamais parlé pendant un an et puis là tout à coup tu dis bon, faut qu'on parle, je veux des enfants, je veux acheter une maison avec toi. Non, évidemment. Tu sais, l'avantage quand on est en couple, c'est qu'on se voit souvent. On peut faire des blagues, on peut faire plein de choses. Et donc si tu as envie d'amener cette conversation à l'ordre du jour, tu peux commencer par ouvrir le sujet en faisant des blagues du style non mais de toute façon quand on aura 5 enfants, on en reparlera. T'es en rigolant. Tout simplement en tâtant le terrain et voir lui comment il réagit. Parce que si quand tu fais des blagues en mode haha quand on aura 5 enfants, et tu sais 5 enfants forcément c'est pas commun donc ça tient tout de suite de la blague, tu peux bien voir comment il réagit. S'il réagit en disant oh là là mon dieu quelle horreur, c'est pas la même chose que s'il dit non mais tu rigoles mais moi en vrai j'aimerais bien avoir des enfants. Tu vois, c'est pas la même. Et c'est pareil pour l'appartement, c'est pareil pour l'achat, etc. Tu peux commencer à tâter le terrain délicatement en ouvrant un petit peu la porte sur le ton de l'humour et en voyant comment il réagit, comment il répond. Et d'ailleurs ça va te donner de la matière pour ensuite lui dire tu sais quand je t'ai fait cette blague là, bah en vrai j'y ai repensé et puis je me suis dit ce serait cool quand même un jour, alors pas tout de suite hein, mais ça me ferait plaisir que bientôt on habite ensemble, je sais pas, est-ce que tu y as déjà réfléchi, est-ce que tu y as déjà pensé? De toute façon en principe à partir du moment où tu es en couple avec quelqu'un c'est que tu as envie de construire quelque chose avec cette personne là. Donc quand tu parles de projets d'avenir comme ça, l'important tout simplement je pense c'est de laisser toujours une porte de sortie ouverte à l'autre. Tu vois par exemple il s'agit pas de dire je veux qu'on habite ensemble dans 3 mois. En revanche tu peux commencer à aborder le sujet avec des blagues comme je te le disais et ensuite en disant oh là là quand on habitera ensemble je me demande à quoi ressemblera notre appart, etc. Sans imposer quoi que ce soit à l'autre, juste en abordant le sujet délicatement, en lui laissant toute la liberté aussi de pouvoir s'échapper de cette conversation s'il n'est pas bien dans cette conversation et surtout en lui laissant la liberté de s'exprimer en fait. Par exemple si tu commences à dire ah là là quand on habitera ensemble je me demande bien où on habitera, je me demande à quoi ressemblera notre déco, etc. Si tu vois qu'il te répond quelque chose du style oui enfin bon on n'y est pas encore, il s'agit pas de se vexer. Tu peux carrément lui répondre quelque chose du style oui on n'y est pas encore mais on peut en parler. Putain t'es dur quand même, tu vois. Aborder la chose délicatement, toujours. Jamais être trop frontal, jamais trop s'imposer et c'est ça qui va permettre justement de ne pas mettre la pression. Ne pas mettre la pression c'est tout simplement laisser toujours à l'autre une porte de sortie. Et à partir du moment où tu réussis à faire ça, c'est que t'es tranquille. Waouh, méga histoire d'un Alphonse qui a tout donné en amitié et puis au final ça s'est retourné contre lui. Si jamais tu cherches Raja, elle est là pour la petite blague. Et on redevient sérieux et je te lis l'histoire d'Alphonse. Salut Nad, voilà mon problème. Il y a 2 ans j'étais le plus heureux des hommes. J'avais tout, une copine, un meilleur ami et un boulot. Mais ça, c'était il y a 2 ans. Sauf que mon meilleur ami s'est séparé de sa copine au début de l'année dernière et il s'est donc retrouvé à la rue. Comme j'avais un studio, je l'ai hébergé pendant 11 mois. Putain, 11 mois c'est long hein. Waouh. Lui sur le canapé, moi sur un lit de camp, je ne vivais pas encore en couple. Voilà le problème, il a eu besoin de soutien, je l'ai fait mais il a commencé à détruire ma vie. Il a commencé par m'isoler de mes autres amis et il m'a écarté de ma copine. À chaque fois que je partais de l'appartement, j'avais le droit à une crise parce que je le laissais seul. Ouais, c'est compliqué là. On est presque sur du harcèlement à ce stade-là. Les disputes entre ma copine et moi ont commencé parce qu'elle croyait que je la trompais avec lui. Ah bon? Merde. Mais t'es bi? Je savais pas? Tu me l'as pas précisé. J'ai donc perdu ma copine parce que pour moi, l'amitié était plus importante vu qu'une relation sans confiance ne sert à rien. Ouais, ok, bon, je manque de détails pour juger là-dessus, mais ok. Mais voilà, après ma séparation, mon meilleur ami est parti du jour au lendemain. Il m'a écrit un simple SMS en disant « Adieu frérot, je suis parti parce que j'ai détruit ta vie et j'étais amoureux de toi. » Ok, donc les soupçons de ta copine étaient fondés en fait, puisqu'elle avait capté qu'il était amoureux de toi. J'ai essayé d'avoir une conversation avec lui, mais il ne m'a jamais répondu. Depuis, je n'arrive pas à faire confiance à qui que ce soit. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Comment faire pour changer ça? Désolée d'avoir beaucoup parlé, merci pour toutes tes vidéos, #Maminade. Signé un anonyme de 28 ans. Alors déjà, ne t'excuse pas d'avoir beaucoup parlé, il y avait besoin pour expliquer l'histoire. Même je manque encore de détails, tu vois. Alphonse, tu n'as rien fait de mal. Tu n'as absolument rien fait de mal. Je pense seulement que tu as eu quelques petites erreurs de jugement dans ton ordre de priorité. Je m'explique. À l'époque, tu étais donc en couple avec cette jeune femme que tu aimais apparemment plus que tout. Oui, ta relation avec ton meilleur ami était très importante, mais en fait, pour comprendre si tu as eu des erreurs de jugement ou pas, j'aurais eu besoin de savoir si tu avais conscience qu'il était amoureux de toi ou pas. Parce que si tu savais qu'il était amoureux de toi, évidemment, ça ne change absolument rien au fait que tu l'as hébergé et tout, tu vois, bien sûr, c'est ton meilleur ami, tu l'héberges. Mais si tu sais que ton meilleur ami que tu héberges depuis 11 mois est amoureux de toi et que ta meuf te fait des crises en disant putain, j'ai peur que tu me trompes avec ton meilleur ami, honnêtement, t'es obligé de prendre le parti de ta meuf parce que ta meuf a raison d'avoir peur. Tu vis en colocation dans un studio depuis 11 mois avec quelqu'un qui est amoureux de toi. Évidemment qu'elle a raison de s'inquiéter, évidemment que c'est difficile à vivre pour ta copine. Donc si tu avais conscience de ça et que t'as juste dit à ta meuf bon bah écoute, moi je te quitte parce que clairement les relations
en confiance, c'est pas pour moi. Honnêtement, je pense que t'as été un peu dur. Maintenant, si tu ne le savais pas, que ton meilleur ami était amoureux de toi, dans tous les cas, les problèmes avec ta copine ont commencé. Peut-être qu'il aurait été opportun, j'en sais rien, d'essayer de demander à ton meilleur ami de se trouver un appart, de se retrouver une situation, parce que oui, évidemment, c'est normal d'héberger ses amis s'ils sont dans la merde, tu vois. Mais 11 mois, on n'est plus sur quelque chose de temporaire. Et 11 mois, ça a fini par ruiner ta vie, en tout cas par ruiner ton couple. Pour moi, t'as rien fait de mal. Ou alors, ce que t'as fait de mal, finalement, c'est de laisser les problèmes des autres envahir ta vie à toi. Et du coup, au final, ça t'a comme contaminé, donc t'as tout perdu. T'as voulu être tellement gentil avec les autres que tu t'en es oublié toi-même et que donc, au final, t'as tout perdu. C'est ça pour moi la seule chose que tu as fait de mal. Maintenant, est-ce qu'on peut t'en vouloir? Non. Est-ce que toi, tu peux t'en vouloir? Oui, peut-être. Oui, peut-être parce que t'as oublié la chose la plus importante dans cette histoire. C'était toi, la chose la plus importante. La personne la plus importante. Oui, aider ton meilleur ami, c'était important. Oui, rassurer ta meuf, c'était important. Mais la personne qu'il fallait faire passer avant tout ça, c'était toi. Et t'as fait passer ton meilleur pote avant. T'as fait passer ton meilleur pote avant ton bonheur. Et du coup, au final, t'as tout perdu. Donc finalement, s'il y a une bonne leçon à retenir de tout ça, c'est il faut se faire passer soi-même avant. C'est pas une question d'égoïsme, c'est pas une question de pas être assez gentil ou pas assez altruiste ou pas être un bon ami ou quoi que ce soit. C'est juste la preuve que si on s'oublie, si on laisse passer les autres avant soi, et ben on perd tout. Donc Alphonse, comment sortir de cette situation? J'ai envie de te dire, ben ça y est, t'en es sorti. Cette fille est partie de ta vie, cette histoire c'était il y a 2 ans. Ton meilleur ami est parti de ta vie aussi. Je pense qu'il est temps de move on, de passer à autre chose. Il est temps de reconstruire ta vie, il est temps de te retrouver d'autres piliers pour reconstruire ta vie, pour te sentir mieux en fait, des personnes de confiance. Tu m'expliques que là ton problème c'est que tu ne fais plus confiance à personne. La seule personne en qui tu dois avoir confiance là actuellement c'est toi. Tu dois te rendre compte que si tu as confiance en toi, si tu te promets de toujours te faire passer en premier à partir de maintenant, cette situation ne se reproduira plus. Ou alors ce serait vraiment un coup de malchance, tu vois. Donc réapprends à te faire confiance à toi et en principe ça va découler naturellement. Tu vas réussir à refaire confiance aux autres. Mais travaille sur toi, fais-toi du bien, ne te flagelle pas. Tu as appris une grande leçon, maintenant tu le sais, il faut que tu te fasses passer toi d'abord et c'est tout ce qu'il faut retenir de tout ça. Courage Alphonse. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce 5e épisode de 25-35 ans, problème de grand. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, c'est vraiment important pour moi parce que ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail et puis ça récompense mon travail, donc double emploi. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, comme ça tu louperas aucune de mes prochaines vidéos. Et si tu veux être sûr d'avoir une notification quand je sors mes vidéos, il faut cliquer sur la cloche. Comme ça t'es abonné, t'as la notif, tout va bien, on est au maximum. Si tu veux pouvoir me raconter ton histoire comme toutes les Gertrudes et les Alphonse de cette vidéo, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre et tu verras, je fais toujours des stories qui précisent quelle vidéo je suis en train de préparer. C'est donc à ce moment-là qu'il faut que tu viennes m'envoyer ton histoire, ta question, ton problème de cœur par message privé avec le hashtag correspondant à la vidéo que je suis en train de préparer. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et puis peut-être que tu verras un peu des stories de Raja parce que j'avoue je fais pas mal de stories avec Raja. Et alors si t'es pas très branché Instagram ou que t'as juste envie de me raconter ton histoire directement toi et moi et que ça passe pas en vidéo, que ça reste secret, c'est possible. Tu peux prendre rendez-vous sur mon site utilefutile.fr. J'ai créé une plateforme sur laquelle tu peux prendre rendez-vous, soit de 20 minutes, soit de 45 minutes, selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as beaucoup de choses à me raconter ou pas, et puis selon si t'as besoin de beaucoup parler ou pas aussi, ça compte. Et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise, selon ce qui te fait le plus plaisir. Moi évidemment j'ai une petite préférence pour le téléphone et la visio parce que c'est plus authentique, c'est plus direct, c'est plus rapide, on a le temps de se dire tellement plus de choses au téléphone ou en visio qu'à l'écrit. Mais si t'es trop timide, si t'oses pas, si ça te met plus à l'aise d'être à l'écrit, tu peux évidemment prendre rendez-vous à l'écrit, y a pas de problème. Donc le lien est dans la barre de description, utilefutile.fr. Surtout n'aie pas peur, ne stresse pas, si t'as envie de prendre rendez-vous et que t'oses pas, je suis évidemment très gentille comme dans mes vidéos. Je suis aussi toujours très honnête et puis ça me fait toujours très plaisir de vous avoir en séance, donc surtout n'hésite pas, ce sera forcément un plaisir de t'avoir. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant, tu dois les voir un petit peu partout dans le chat et dans les commentaires, ce sont ceux qui ont un petit diamant à côté de leur pseudo. Les abonnés de diamant, très simplement, ils sont là pour me soutenir. C'est pour ça qu'il y a une cotisation de 5 € par mois pour me soutenir tout simplement. Tu peux d'ailleurs mettre une cotisation plus élevée si tu le veux et que tu le peux, n'hésite pas. Et moi pour remercier mes abonnés de diamant de ce soutien, parce que quand même, merci quoi. Je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais des lives Facebook exclusifs rien que pour eux 3 fois par semaine et tu l'auras compris, il y a une très bonne ambiance, tout le monde est très gentil, très bienveillant, c'est vraiment un bonheur de les avoir. Donc si t'as envie de venir les rejoindre, pareil, le lien est dans la barre de description et surtout n'hésite pas, tu seras forcément bien accueilli parce que ça fait partie des règles d'or des abonnés de diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.